Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. À moins d'un mois de la date retenue pour les législatives de 2019, aucune certitude pour le moment sur la participation effective des partis d'opposition, en tout cas en cause un introuvable consensus à l'Assemblée nationale, alors même que l'ensemble de la population et de la société civile, ainsi même qu'une partie de la classe politique attendait de ces députés le remède miracle pour des élections inclusive. À en juger par ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que la semaine que nous avons passée actuellement, cette semaine que nous sommes en train d'achever, s'est passée au Parlement sans rien du tout et que d'ailleurs l'affaire s'est totalement compliquée. Nous allons parler du jeu des acteurs qui ont donc agi au Parlement cette semaine. Nous allons parler des consultations du chef de l'État. Nous allons parler des risques encourus au cas où on n'aurait pas de consensus. Il reste la dernière chance, c'est demain, c'est lundi. C'est donc cette session extraordinaire qui se poursuit au Parlement qui devrait normalement se clôturer. Demain, nous verrons si cette dernière session, cette dernière plénière au cours de la session est en mesure d'apporter la solution miracle que nous attendons tous. Et puis, si cette session ne nous donne pas la solution, est-ce qu'il y a dans le contexte, dans la constitution du Bénin, des possibilités encore pour le chef de l'État ou pour la classe politique de nous trouver la solution miracle pour aller à des élections inclusives afin que pour la première fois de l'histoire, le Bénin n'organise pas des élections qui opposent seulement des acteurs du même camp politique. Pour en parler ce jour dans Club Média 7, votre émission hebdomadaire sur l'actualité nationale, nous recevons Raoul Onsono qui est le directeur de publication de Nord-Sud Quotidien. Raoul Onsono, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'accepter notre invitation. En face de vous, il y a un éditorialiste. Il est donc le principal du groupe de presse Fraternité, Moïse Dossoumo. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci donc à vous aussi d'accepter notre invitation. Club Média 7, c'est d'abord et avant tout la revue de presse. C'est une émission qui est consacrée aux publications des canards de la semaine, la revue de presse pour renforcer les sujets dont nous allons parler. Retour donc sur une semaine qui n'aura pas été très productive. C'est avec Ulvaeus Balogun. Fidèles amis de Club Média 7, bonsoir. Les journaux sont restés cette semaine scotchés à l'actualité à l'Assemblée nationale où les députés devraient se retrouver pour trouver des solutions pour des législatives inclusives. En milieu de semaine déjà, l'événement précis titrait « Impasse électorale au Bénin », la commission des lois divisée sur les deux propositions de loi. D'après ce quotidien, l'étude des deux propositions dérogatoires et modificatives des lois électorales ne s'est pas déroulée dans les conditions consensuelles au sein de la commission des lois. Ces lois sont donc renvoyées en plénière pour leur étude et à fraternité de renchérir, c'est aux députés de décider. Mais en plénière, la situation sera encore plus compliquée. La nation observe que c'est le statu quo dans la recherche de solutions parlementaires pour les législatives de 2019. À en croire le journal, les députés ne sont pas arrivés à trouver le consensus nécessaire pour l'organisation de législatives inclusives. L'événement précis dans la même dynamique rapporte l'Assemblée peine à trouver le consensus et explique que les députés de la mouvance parlementaire accusent l'opposition comme étant responsable de l'échec du processus de recherche de consensus à travers les propositions qu'ils brandissent telles que la dissolution de la Sénat, de l'Assemblée nationale et l'abrogation du code électoral et de la charte des partis politiques. Ceux de la minorité parlementaire, quant à eux, assimilent le comportement de leurs collègues à quelqu'un qui offre le mouton tout en retenant la corde avec laquelle est attaché l'animal. À la presse du jour d'en conclure que les députés jouent les prolongations. Des prolongations qui se sont poursuivies en fin de semaine avec une déclaration du bloc de la majorité parlementaire. C'est au journal en ligne Le Leader Info Bénin de donner l'information. La majorité parlementaire prend acte du défaut de consensus et exige le respect du calendrier électoral. D'après le journal, les députés n'ont pas pu trouver le consensus nécessaire pour permettre l'organisation des législatives inclusives, un fait dont les députés du bloc de la majorité parlementaire se désolent. Ils disent prendre acte du défaut de consensus tant attendu et décident de s'en tenir désormais au respect strict des textes en vigueur et du calendrier électoral.
Et cette impasse électorale a fini par faire sortir les praticiens du droit. La Nation rapporte l'éclairage magistral du professeur titulaire de droit Dandy Nyamou. Invitée sur une chaîne de télévision, elle a répondu que c'est à tort que certains invitent la Cour constitutionnelle à se saisir du dossier pour prescrire une solution aux acteurs. Pour elle, sur le plan strictement juridique, il n'y a pas de blocage. Même information à lire à la une de Bénin Intelligent. L'événement précis renchérit quant à lui. Dandy Nyamou réagit et propose une porte de sortie. Selon elle, deux possibilités s'offrent aux députés pour sortir de l'impasse. Soit le consensus pour réviser l'article 80 de la Constitution, soit les lois querellées s'appliquent. Le challenge de conclure sur les propos du professeur de droit, la solution est à l'Assemblée nationale et non ailleurs. Fraternité parle également de la prorogation du mandat des députés et écrit « C'est une proposition dangereuse », dixit le professeur Ibrahim Salami. Le journal publie une interview qu'il a accordée à une chaîne de radio et dans laquelle l'agrégé des facultés de droit estime qu'il s'agit d'un problème politique et ce problème politique doit se régler politiquement. Le matinal, dans la même dynamique, écrit « C'est dangereux ». D'après ce journal, il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle de connaître la question de la prorogation du mandat des députés, car, estime le professeur de droit, elle va créer un précédent qui va amener la Cour constitutionnelle à proroger le mandat des députés ou même à proroger le mandat du chef de l'État. Matin Libre fait une synthèse des avis de 4 professeurs de droit qui se sont prononcés sur l'arbitrage de la Cour dans la crise préélectorale et titre « La guerre des écoles de Sachan ». À en croire le journal, la thèse d'une solution institutionnelle proposée par le professeur Joël Aïvo comme ultime recours face à l'échec du consensus, les professeurs Dandy Nyamou et Ibrahim Salami trouvent dangereuse cette option et préconisent une solution politique ou à défaut le respect des lois actuelles, même si cela implique des élections non inclusives. Quant au professeur Victor Tokpanou, il partage l'optimisme d'une solution consensuelle toujours possible au Parlement avec la prise des lois dérogatoires. Loin de l'Assemblée nationale et des tribulations politiques, une décision de la Cour constitutionnelle condamne un ancien président. C'est l'événement précis qui donne l'information. Pour s'être approprié un domaine de l'État sans autorisation, le président Boni Yayi condamné par la Cour constitutionnelle. On retient qu'à travers une décision rendue le jeudi 28 mars, la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution l'acte d'appropriation d'un domaine de l'État sis à Parakou par l'ex-président de la République Boni Yayi durant son mandat. Même information à lire en manchette de Le Potentiel, la Cour constitutionnelle sanctionne Boni Yayi. Le journal rappelle que l'achat en question remonte à 2009 et le matinal de renchérir Boni Yayi coupable du délit d'initié. Fraternité, quant à lui, publie l'intégralité de la décision de la Cour qui condamne Boni Yayi. Sport pour finir, quotidien Kinikini affiche en manchette CAN Égypte 2019, le Bénin obtient son passeport. À en croire le quotidien, les écureuils du Bénin ont joué leur dernier match de qualification dimanche dernier et se sont imposés face aux éperviers du Togo. Bénin Intelligent publie la photo du ministre béninois des Sports, Oswald Omeki, et celle du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et écrit « On l'a fait ». L'événement précis poursuit. Le Bénin écarte le Togo et décroche sa qualification avec un score de 2-1. Le journal précise que c'est la liesse populaire à Cotonou et dans les grandes villes du Bénin. La nation de titré est de 4 pour le Bénin, faisant allusion à la 4e participation à cette compétition africaine pour les écureuils du football. Et au journal Le Progrès de donner rendez-vous en Égypte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci Ulvaeus Balogun. Je m'en vais poser la première question à mon invité Moïse Doussoumou. Dites-moi Moïse, que s'est-il réellement de votre point de vue passé au Parlement cette semaine? À qui auriez-vous ou à qui attribuez-vous le fait que les discussions n'aient pas abouti au consensus que nous l'attendions et que nous attendons toujours? On ne saurait rejeter le tort sur quelqu'un, bien sûr, un groupe de députés. Mais ça m'a avis que la responsabilité est beaucoup plus partagée des deux côtés. Vous avez d'un côté les députés du BMP qui sont bien assis, confortablement installés sur des listes et qui sont prêts à leurs élections et qui, d'un point de vue strictement personnel, estiment que c'est mieux pour eux que les choses se passent ainsi, qu'il n'y a pas de consensus. Strictement personnel. La situation est tellement favorable que leur ultime conviction, c'est que si on va à des élections de la sorte,
c'est que ça les arrange mieux. Ils l'ont exprimé de votre point de vue, ils l'ont Non, exprimé ils n'ont pas besoin de ouvertement. l'exprimer. C'est juste un sentiment personnel. À leur place, je pense que la majorité des Béninois penseraient ainsi. Même si on aurait voulu que publiquement ils réagissent autrement. Mais d'un autre côté, on a ceux de l'opposition qui s'estiment écarter la compétition, qui estiment qu'ils ont fait toutes les formalités requises et que certaines pièces ont été confisquées par le pouvoir pour les empêcher de participer à l'élection. Et qui fait feu de tout bois pour pouvoir y participer, mais en vain. Quand on a ces deux camps qui se font face, c'est difficile que l'un aille vers l'autre. Parce qu'il n'y a pas une réelle main tendue d'un côté ou de l'autre. Parce que chacun veut jouer au pourrissement et ça ne peut que donner ce à quoi on a assisté. Mais ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est que la session extraordinaire s'achève demain lundi. Il aurait mieux fallu, à mon avis, que les députés du BNP attendent la fin de la session demain avant de faire la déclaration qu'ils ont faite vendredi dernier. J'ai été beaucoup surpris qu'ils aient... tendant à affirmer que le consensus n'a pas été trouvé et que les discussions sont terminées. Justement, c'est comme si cette affaire était déjà pour le calendrier qu'il fallait passer à autre chose. Il me semble, sur le plan personnel, que j'aurais beaucoup plus aimé qu'ils attendent lundi la fin de la session pour dire nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir, ça n'a pas abouti. Nous sommes au lieu de penser, bien de dire maintenant que le calendrier électoral peut se poursuivre normalement. Mais quand on écoute les exigences de l'opposition qui souhaiterait une forme de, sinon une remise à plat complète du processus électoral en cours et bien d'autres exigences, la suppression ou du moins l'abrogation des tests qui sont querellés, est-ce que la responsabilité n'est pas beaucoup plus du côté de cette opposition? Je crois qu'il faut déjà dire que la démocratie, déjà même par essence, est déjà un système exclusionniste. Donc, et quand nous sommes face à deux forces, opposition, minorité, et mouvance, majorité, je crois qu'il faut voir les rapports de force aussi. Donc, quand l'opposition dit de retourner aux anciennes lois, je pense que ce n'est même pas possible. Souvenez-vous de cette décision de la Cour constitutionnelle béninoise au temps de Robert Dossou, quand les députés ont voté une loi pour mettre en parenthèse la LEPI. Mais cette décision dit qu'on ne peut pas, c'est un progrès en fait, l'option de la LEPI, donc on ne peut plus retourner. Donc quand on fait de progrès, les réformes, il n'y a pas de loi parfaite, les réformes... Mais quand l'opposition considère que ce n'est pas un progrès, mais que c'est plutôt un recul sur le plan politique, est-ce qu'elle n'est pas fondée à demander donc que l'on retourne en arrière? Je crois que l'opposition n'a jamais été contre, par exemple, tout le monde est unanime qu'avant d'aller à une élection, il faut payer ses impôts. Donc, je ne pense pas que l'opposition, même quand j'ai vu les propositions des différents partis déposées au comité paritaire de l'Assemblée, personne n'est contre, par exemple, ce principe, payer les impôts avant d'aller aux élections. Donc, il y a des choses, quand on parle de quitus fiscal, d'autres croient que c'est aujourd'hui que ça a été créé. Ça existait depuis. Il faut payer, il faut être à jour vis-à-vis du fisc avant de participer à une élection. Ça existait depuis. Peut-être que c'est le groupe de mots qui gêne certains. Donc, ce que je pense, on ne peut pas aujourd'hui demander de retourner aux anciennes lois totalement et avant qu'on aille aux élections. Je ne pense pas que l'opposition ait vraiment demandé ça. Peut-être on parle de confiscation de quitus électoral, on parle de quitus fiscal, pardon, on parle de blocage au niveau du ministère, au niveau du ministère de conformité, de certificat de conformité et tout. C'est des exigences. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau, au niveau administratif et tout? On ne sait pas. Encore que les gens ont été devant la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, c'est quoi qu'il faut surmonter, mais retourner totalement aux anciennes lois, je ne pense pas que ce soit bien. Mais déjà, quand on a à entendre Moïse Dossou-Moya un instant, on a l'impression que les députés de la majorité, en tout cas ceux qui sont déjà sur les listes, les deux listes retenues pour aller à ces élections, gagnent à ne pas favoriser l'instauration de ce consensus et donc l'inclusivité des élections. Est-ce que vous avez eu l'impression en observant les comportements au niveau du Parlement cette semaine que c'est réel? C'est réel parce que quand vous avez un seul adversaire qui est un adversaire presque utérin,
Donc, je crois que le jeu est plus jouable que quand vous avez plusieurs adversaires. Donc, c'est de bonne guerre ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée. Les députés du BMP, les députés soutenant l'action du gouvernement actuel, pensent que déjà, bon, ce sera, comme on le dit, un match amical. Donc, c'est normal qu'ils... Et c'est eux qui sont aujourd'hui en position de force. C'est eux qui sont, c'est eux qui sont majoritaires, donc c'est eux qui sont en position de force. Donc, c'est normal que ça se déroule ainsi. Il y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est que le BMP n'est plus tout à fait homogène, puisque le BMP, c'était une soixantaine de députés qui ont soutenu jusque-là l'action du gouvernement. Il y a une trentaine, moins d'une quarantaine en tout cas, de députés qui ont signé la déclaration de ce vendredi disant de prendre acte de l'absence de consensus. Est-ce qu'on peut dire que cet ensemble que constitue le bloc de la majorité parlementaire n'est plus aujourd'hui en phase totalement, en tout cas avec la demande que le chef d'État a émise, celle d'amener le Parlement à trouver un consensus? On pourrait penser cela, mais je pense qu'il est trop tôt d'aller sur cette voie-là. Si le BMP, même s'ils se sont réunis à 33 à 40, a eu le courage de dire ce qui a été fait, de lire cette déclaration-là, je pense qu'ils sont d'abord tous concédés et que peut-être ceux qui n'ont pas signé n'étaient peut-être pas physiquement présents et qui n'ont pas voulu attendre plus longtemps de recueillir le maximum de signatures avant de passer à la déclaration. Mais les députés du PRD sont membres du BMP en principe et ils sont, BMP, pour le moment, ils ne sont pas sur la liste électorale. Si on devait juste électorale. écarter les députés du PRD, ils ne sont que 10, je crois. On aurait au moins 50, bien 52 qui auraient signé, alors qu'on n'a même pas ce nombre-là. Donc je me dis peut-être qu'ils n'ont pas attendu de voir le grand nombre. Ils se sont concertés pour ceux qui étaient présents, ils ont estimé peut-être par des appels que les absents aussi pensent comme eux et qu'il fallait paraître au plus pressé faire cette déclaration. Sinon, je n'ai pas l'impression pour l'instant que le BMP court à l'implosion. On a... Je voudrais rappeler à mon ami Maurice que c'est normal que les députés... Vous ne verrez pas un député du PRD signer, par exemple, cette déclaration, d'autant plus que les consultations pour le consensus est dirigée par le président du Parlement, qui se trouve être le président du PRD. Donc, ce serait, à part le président du groupe parlementaire, Augustin Wanvoyebla, qui est déjà parti de cette formation, je ne crois pas qu'un député du PRD puisse signer cette déclaration. Même il y en avait qui étaient au Parlement le vendredi, mais qui puisse signer cette déclaration, c'était suicidaire. Donc, voir, par exemple, Mme Claudine Pugnasso de l'UDBN signer cette déclaration, je ne pense pas que... c'est vrai qu'elle n'était pas là, mais je ne pense pas qu'elle puisse signer un truc. Donc, quand vous parlez d'homogénéité, bon, osons dire les choses telles quelles. C'est pas possible, c'est pas une question de présence physique. L'homogénéité n'est peut-être plus de mise totalement, mais il y a toujours des initiatives pour la sortie de crise, notamment des consultations que le chef de l'État est en train d'opérer. On a déjà la semaine dernière vu le chef d'État recevoir plusieurs personnalités, dont l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Cette semaine, il était question encore une fois de recevoir le président Nicéphore Soglo et l'ancien président Thomas Boniaï. Nicéphore Soglo était bel et bien au palais de la présidence de la République, mais pas Boniaï. Vous avez une idée des raisons qui ont été avancées. D'ailleurs, on sait les raisons qui ont été avancées, notamment les exigences que les députés de la minorité ont toujours présentées, délivrance préalable du quitus, du certificat de conformité aux partis d'opposition et des délivrances des quitus fiscaux. Est-ce que vous trouvez que c'était raisonnable que le président Boniaï refuse ainsi le dialogue en mettant des conditions préalables? Bon, jusqu'à présent, ce que j'ai lu au sujet de cette invitation, je crois que l'invitation ne lui a pas été transmise directement. On a parlé de garde-corps, d'un ministre qui aurait saisi le garde-corps de l'ancien président et tout. Je n'ose pas croire que le président Boniaï, qui est une icône des forces de l'opposition aujourd'hui, refuse une invitation du chef de l'État. C'est le chef de l'État, après tout, il ne s'agit pas de Patrice Talon, il s'agit du chef de l'État. Et s'ils veulent aller aux élections, je crois que c'est les voies et moyens pour qu'on aille aux élections que le chef de l'État, Patrice Talon, recherche. Donc, refuser totalement. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de déclaration formelle. Voilà, ce sont des informations qui circulent un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. On n'a pas encore vu de déclaration formelle. Mais quant au président,
l'ancien président Nicéphore Soglo, lui, il avait été déjà reçu une fois, il est reparti encore le vendredi. Je crois que c'est dans la même veine, chercher les voies et moyens pour une sortie de crise. Donc, mais quand dit que le président Boni Yayi a refusé totalement, ça, je n'ose pas croire. C'est dit peut-être qu'il ne veut pas qu'il y ait un consensus pour qu'on aille aux élections. Ce qui est certain, on n'a pas vu le président Boni Yayi au palais de la présidence le vendredi dernier, alors que, selon les informations que nous avions reçues, il était attendu. Comment peut-on expliquer de votre point de vue cette absence, Moïse Dossou? Si je dois me fier un peu, disons, à la stratégie de communication du pouvoir en place, je peux valablement affirmer qu'il n'a pas reçu une invitation formelle. N'oubliez pas que la première fois que Nicéphore Soglo a été invité, on a vu des photos circuler, le ministre de l'Intérieur a été reçu par lui. On a dit qu'il allait lui remettre une invitation et le lendemain, effectivement, il est allé au palais. Pour le cas de Boni Yayi, on n'a pas assisté à ça. Et le communiqué qui a circulé à cet effet disait que le FCBE voulait beaucoup plus qu'on leur délivre les pièces qui ont été bloquées dans le certificat de conformité et les crédits fiscaux. Mais ce n'était pas des conditions pour aller justement à cette rencontre-là. Dans le communiqué, ils ont parlé de ça, mais ça ne voudrait pas dire que tant que ce n'est pas satisfait, que Boni Yayi n'irait pas de l'autre côté. On a appris également que le ministre de l'Intérieur n'a jamais rencontré Boni Yayi en face, que c'est plutôt des intermédiaires, le personnel mis à sa disposition qu'il a rencontré. J'estime que si on voulait bien faire les choses, qu'on aurait pu le contacter directement. Les services de l'État ont tous les moyens possibles pour contacter directement les chefs de l'État et lui remettre officiellement une invitation qui est à lui de s'y rendre ou de ne pas s'y rendre. Mais tel que ça n'a pas été fait ici dans la forme, comme ça a été le cas pour Nicéphore Soglo, donc je doute personnellement que Boni Yayi ait reçu une invitation formelle de Patrice Talon Meyame. Eh bien, quoi qu'il en soit, si l'ancien président de la République avait une solution à apporter à cette crise, quelle aurait été cette solution selon vous? En même temps, il est ancien président de la République, donc il incarne une certaine personnalité, il incarne quelque chose dans ce pays comme une personnalité qui a dirigé tous les Béninois. Mais aujourd'hui, il est à la tête d'un parti d'opposition. Que pourrait-il apporter dans cette double posture qui est quand même un peu délicate? Si on prend un mot le chef de l'État qui dit qu'il est gêné que les élections ne soient pas inclusives et que son souhait à lui, c'est que les élections soient inclusives, je pense que la posture de Boni Yayi ne devrait pas le déranger de toute mesure. Ce que le policier attend, c'est essentiellement une chose, ce n'est même pas deux choses. C'est qu'on délivre le certificat de conformité à tous les partis d'opposition, plutôt dits d'opposition, afin qu'ils puissent participer. Et ceux dont les crédits fiscaux sont confisqués, mais qui ne sont pas encore entrés en possession de ce document, qu'ils aient la possibilité de le faire. Et que, dès que l'Assemblée sera prononcée sur le consensus qui sera favorable, qu'on puisse revoir les choses, revoir le calendrier, que tout le monde puisse y participer. Pour moi, ce ne sera pas forcément de longues discussions. On sait tous que la solution, on connaît les points de blocage, c'est 2 ou 3 maximum. Et si on veut vraiment que les choses avancent, je pense que très rapidement, on peut le faire. La posture de Boni Yayi, son statut d'ancien chef d'État et son statut à tel de chef de file de l'opposition d'une certaine manière ne devrait pas influer sur le cours des discussions. Si tant est que des deux côtés, les intentions sont saines et qu'on veut que les élections soient inclusives, ça ne devrait pas poser de problème, à mon avis. La situation actuelle de notre pays, ce que nous appelons crise pré-électorale, semble se corser. Nous sommes désormais à moins d'un mois du 28 avril, la date retenue jusqu'à présent pour les élections. Le consensus n'est pas trouvé et sans consensus, on ne peut pas toucher au test. Mais voilà que les partis d'opposition exigent qu'on leur délivre ces documents sans avoir touché au test. Est-ce que c'est véritablement possible, Raoul Osono? Bon, nous sommes dans le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Nous sommes obligés d'être, en l'absence du consensus, nous sommes obligés de nous coller au test. Je ne pense pas qu'il y ait de solutions pour cette crise sans comment dirais-je, sans que les politiques ne veuillent. Sinon, on est obligé de s'en tenir au test. Si l'opposition veut vraiment aller aux élections, elle ne devrait pas jouer à tout avoir parce que nous sommes en démocratie, c'est la loi de la majorité, c'est la loi de la majorité. Toutefois, la minorité, ces exigences peuvent être prises en compte. Ben, l'opposition ne doit pas être jusqu'au boutiste. C'est l'opposition qui doit être un peu favorable, souple sur certaines choses. Parce que nous sommes dans les négociations aujourd'hui. Ben, dire qu'on veuille aller aux élections et continuer par faire un peu dans le dilatoire, je pense pas que ça puisse être possible ainsi. Nous sommes en...
Parce que les pièces exigées par l'opposition, c'est le certificat de conformité et le quitus fiscal pour ceux qui ont solde zéro niveau des impôts. Il y avait un délai. Il y avait un délai pour obtenir ces pièces-là. Quand je parle des quitus fiscaux, Moïse, j'ai lu par exemple. Un instant, Raoul, qu'il finisse. Quand je parle des quitus fiscaux, il y a un délai que la DGI, la Direction générale des impôts, a ouvert pour enregistrer les dossiers et puis dit maintenant si ça demande est favorable ou pas. Mais cette semaine-là, notamment le jeudi, je crois, les OSC ont fait un point de presse, les organisations de la société civile, pour faire un peu le point de cette affaire-là. Et on a su que c'est 2,7 milliards qui ont été engrangés par rapport à ça. Et des informations recueillies par les OSC, on sait qu'il y a près de 3 000 et quelques demandes quitus fiscaux qui ont été déclarés favorables. Mais à ce jour, il y a 700 et quelques qui sont encore à la DGI. Pourquoi est-ce que les demandeurs sont allés réclamer au-delà du délai? Quand vous lisez le point, non, ce n'est pas une question de délai, mais aussi il n'y a pas un délai pour aller retirer un document. Il y a un délai peut-être pour demander déposer, oui, mais pour retirer, vous avez toute la latitude. Mais est-ce qu'à partir du moment où ils n'étaient plus en mesure, en tout cas, selon les délais légaux, de déposer leur candidature, est-ce que les dirigeants de l'opposition ou les candidats de l'opposition n'ont pas négligé éventuellement d'aller chercher des quitus fiscaux qui, à partir de ce moment-là, ne leur servent plus à grand-chose? Quand vous suivez le point qui a été fait par la société civile, il a été dit expressément dans ce point-là qu'il y a eu des tentatives, mais que je ne me rappelle plus exactement de la phrase, mais c'est comme si on avait tenté de bloquer la remise de certaines de ces pièces-là, justement. Et de jeudi jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore entendu une version contradictoire officielle venant de la direction des impôts. Et rien que sur ce point, ça peut nourrir plus ou moins les griefs. Le fait que la direction des impôts ne réagisse pas, pas encore jusque-là. Justement, donc attendons que la direction vienne dire j'ai tout fait pour les remettre, ils ne sont pas venus, mais il y a ci, il y a ça. Mais pour l'instant, il y a une version qui tend à corroborer ce que dit l'opposition depuis ce temps. Donc j'espère vivement que la direction des impôts va venir s'expliquer par rapport à ça et qu'on sache réellement ce qui s'est passé sur ce point. Maintenant, par rapport à ces cas de conformité, voyez que dans la foulée justement du dépôt des dossiers, le week-end avant le dépôt des dossiers, le week-end avant le 26, les FCB se sont dépêchés de faire un congrès extraordinaire pour introduire de nouveaux dossiers. Mais je n'ai pas encore souvenir de cette date-là. Ça fait déjà un mois passé que le ministère de l'Intérieur leur a répondu pour dire cette fois si vous êtes en règle, mais vous n'êtes toujours pas en règle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce mois-là jusqu'à maintenant pour qu'on ne puisse pas rien notifier? Enfin, je n'ai pas encore cette information. S'ils sont en jour pour ça ou pas. Voilà deux éléments. On n'a pas l'information. Mais si on avait l'information contraire, ce serait agité du côté du ministère de l'Intérieur pour dire que c'est vrai, ils ont fait un congrès pour se rattraper, mais malgré ça, ils ne sont toujours pas en règle. Même le silence à ce côté au niveau du ministère en termes de communication en dit peut-être long sur les griefs que l'opposition nourrit pour ces deux pièces-là. Je parlais tantôt de dilatoire parce que, par exemple, je prends l'exemple sur le fait où l'opposition recusait je dirais en griffe le médiateur Adrien Houmbedi. Vous voulez aller aux élections, on a fait un comité paritaire et dans le même temps, vous recusez celui qui dirige le comité paritaire, comme quoi il ne doit pas. Or, tout le monde sait que pour une sortie de crise, la solution ne peut qu'être parlementaire, la solution n'est que politique et ça y a trouvé au Parlement. Le chef d'État ne peut pas se lever et dire, bon, ok, et Moïse, James, allez aux élections. Donc, c'est en ça que je parle de dilatoire d'abord. Et quand vous parlez de confiscation de documents, je pense que quand vous demandez un document dans l'administration et on vous le rend pas, vous avez des voies de recours. Vous pouvez assigner. Je n'ai pas encore vu une action en justice, par exemple, de quelqu'un. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si vous en avez vu. De quelqu'un, d'un contribuable qui a demandé, parce que le quitus fiscal, ce n'est pas seulement lié aux élections. Vous et moi, qui ne sommes pas candidats, nous pouvons demander le quitus fiscal. Donc, je n'ai pas encore vu une action d'un contribuable qui a dit, j'ai demandé mon quitus. Jusqu'à présent, j'ai eu un avis favorable ou défavorable, ou bien on ne m'a rien dit, on a confisqué mon document. Il n'y a rien eu. Et quand vous parlez du certificat de conformité, vous oubliez l'étape de la Cour suprême, vous oubliez l'étape de la Chambre administrative du TPI de Cotonou. Vous avez vu les décisions à ce niveau-là. Donc quand vous parlez, vous rejetez le tort sur le ministère de l'Intérieur. Le cas que j'ai évoqué par rapport à cette conformité n'a rien à voir avec les tribunaux. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir du tout. Une chose est certaine, mes chers éditorialistes, c'est que nous sommes toujours dans la situation d'impasse et que les démarches qui sont menées jusque-là ne nous ont pas encore apporté la solution. Que risque-t-il d'arriver demain si la session parlementaire s'achève sur un constat d'échec? Moi, je pense que le constat d'échec est lié là. Si le BNP a osé faire cette déclaration vendredi, c'est que demain n'avancera pas.
Ce sera toujours le statu quo ou non? Moi, je Vous ne n'espère savez plus pas rien. ce que le chef de l'État peut dire à ses Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? partisans Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il d'ici n'a pas demain? fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit officiellement? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que malgré tout ça, que le vendredi nous serve une déclaration d'urgence? Je ne pense pas que les choses puissent changer en le week-end et qu'on dise maintenant, c'est vrai qu'on avait dit ça, maintenant les choses ont changé en temps de l'histoire à revoir. Je ne suis pas sûr, connaissant un peu le profil du personnel politique béninois, je ne suis pas certain qu'on puisse assister à un revirement de situation. Ce qui se passe là, c'est simple. Tel que les choses semblent se dessiner, c'est qu'on ira vers les élections avec ces deux partis-là. Les bilans sont prononcés et la vie va plus ou moins continuer. Je ne suis pas certain que l'opposition dispose aujourd'hui de grands moyens, à part la contestation populaire, pour arrêter plus ou moins ce processus-là. Mais dans les faits, ce qui se passera plus ou moins de manière sereine, c'est qu'on tend vers les élections avec ces deux partis et après on pourra voir de quoi la vie sera faite. Mais ce dénote, quand on voit un peu le parcours du Bénin ces 25-30 dernières années, je me dis, rien que pour l'image que notre pays va donner à l'extérieur, rien que pour les combats qui ont été menés pendant un certain temps où le musulman était de mise, rien que pour l'idéal démocratique que nous vendons si tant, je pense que les uns et les autres pourraient faire en sorte que rien que cette image positive de notre pays soit sauvegardée à part de là tout. Mais tel qu'on fonctionne, c'est qu'on est prêt à écorcher cette image, ce serait même un précédent pour notre pays. Parce que n'oublions pas, dès qu'on ouvre la boîte de Pandore, n'importe quel personnage politique peut se lever demain, n'importe quel gouvernement, n'importe quel clan politique fort peut se lever et faire des manœuvres pour écarter tel ou tel. On dira ça s'est passé en telle année, il ne s'est passé, on peut encore le faire. Faisons en sorte de ne pas ouvrir la boîte de Pandore, sinon ce serait un précédent. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous, Raoul Oussounou, vous observez bien sûr au Parlement que l'impasse est à nos portes. Les députés du bloc de la majorité parlementaire ont déjà annoncé les couleurs et à en juger même pas des expressions entendues de la part de certains d'entre eux au cours de la journée d'aujourd'hui. Il n'y a plus de discussion à mener. Que risque-t-il d'arriver maintenant? On constate, on va faire le deuil du consensus. Il n'y a pas de consensus et puis on continue, on s'en tiendra au texte. Jusqu'à présent, c'est cette charte des partis politiques qui est encore en vigueur, ce code électoral voté qui est encore en vigueur. On sera obligé de les appliquer ainsi. Et le 28 avril prochain, il y aura élection. Malheureusement avec deux listes de la mouvance. Et ça fera tache d'huile. Qu'est-ce qui vous fait penser, tous les deux, qu'il n'y a plus aucune possibilité? Il y a quand même l'article 68 de la Constitution qui évoque des circonstances exceptionnelles, qui évoque le péril. Quand les institutions d'État sont en péril, le chef d'État peut légiférer par ordonnance. Est-ce qu'il n'est pas encore possible pour le président de la République de prendre une ordonnance et d'ouvrir le processus électoral, d'ouvrir le jeu électoral pour les acteurs politiques de l'opposition? Je ne suis pas certain que les conditions énumérées par l'article 68 ou 66 soient réunies maintenant pour qu'on en vienne à 68. Je ne suis pas certain qu'on en soit là. Le blocage actuel est concentré au niveau de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un péril au niveau des autres institutions de la République. Pour le moment, même au niveau de l'Assemblée, tout fonctionne normalement. Quand le défaut de consensus sera vraiment consacré, constaté demain, tel que les choses se dessinent, je ne suis pas sûr que le chef de l'État use de telles prérogatives pour faire tel. Et même si vous suivez même nos sachants qui viennent, nous nourrir de la science plus ou moins selon les intérêts des uns des autres, ils estiment tous que la solution, c'est qu'à l'Assemblée, que le reste, que la vie peut continuer, si on s'en tenait à ça. Je ne suis pas sûr que le chef de l'État soit dans la dynamique de prendre une ordonnance au vu de ses prérogatives pour que les choses puissent changer. Si c'était le cas, quand il a vu ses partisans en février, justement, au palais, il aurait pu dire, pour qu'on aille vite, je prends l'ordonnance pour qu'on fasse pour moi ça, mais il a dit non, allez régler ça à l'Assemblée. Et depuis un mois, ça dure. Jusque-là, il n'y a pas la solution à l'Assemblée. Il ne faut pas négliger, Moïse Dossoumo, qu'au moment où le chef d'État rencontrait le 5 mars, si j'ai bonne mémoire, l'ensemble de la classe politique avec un boycott d'une partie de l'opposition, à ce moment-là, il était entendu que la classe politique était encore capable de trouver un consensus et les dispositions de la CEDEAO qui imposent que quand on se trouve à moins de 6 mois des élections, il faut un consensus avant de modifier les lois électorales. Vous imaginez bien, Raoul Oussounou, si le chef d'État avait décidé en début mars de prendre une ordonnance pour ouvrir le processus. Nous sommes en matière électorale. Ce serait dangereux qu'on décrète, que le chef d'État décrète et que j'ouvre le processus et que tout le monde aille aux élections. Parce que quand il s'agira, par exemple, de sa succession, des élections présidentielles, il pourra dire aussi que
tel peut aller aux élections, mais tel n'ira pas. Ce n'est pas par un décret que ça se fait. Je crois qu'il faut... nous avons les normes juridiques qui sont là. Ce n'est pas une loi, c'est une loi qui a été votée. Et pour aller au-delà, soit on retouche, soit on retouche les lois, soit on approche. Mais pour le moment, et pour les abroger, c'est par une autre loi. Donc pour le moment, le chef d'État ne peut rien faire. Il ne peut même pas convoquer, à nouveau repousser les élections. C'est même pas il n'en a pas le pouvoir. La solution n'est qu'au Parlement La solution n'est qu'au Parlement, elle n'y est plus aujourd'hui, puisque on a... Elle n'y est plus, mais on est obligé de faire avec les tests qu'on a. On a également, en tout cas pour le moment, peut-être encore un petit brin d'espoir, mais le risque, Raoul Sounou, c'est qu'on a eu à ces élections avec 2 partis politiques, tous du camp du chef de l'État, et c'est l'absence de grandes personnalités au Parlement que nous allons noter à l'issue de telles élections. Maître Adrien Ngouédi, président de l'Assemblée nationale, serait lui-même exclu de l'élection. Ce n'est pas une première fois Adrien n'est pas venu, que Adrien ne vienne pas au Parlement. Je crois qu'à législative 2011, oui, après le chaos de 2011, il n'était pas venu au Parlement. Donc c'était un choix. C'est pas une première fois que... je crois que le Parlement, c'est la représentation nationale. Et on aura un Parlement qui serait à l'image de notre peuple. Si les élections allaient ainsi, bon, le reste, vous estimez que ceux qui sont sur les listes ne sont pas de personnalités fortes pour pouvoir siéger? Là n'est pas la question. Nous avons une classe politique qui est... C'est nous qui appelons chaque fois au renouvellement de la classe politique. C'est l'occasion. Je ne dirais pas que parce qu'il y aura ce match amical là, que c'est l'occasion, mais c'est que même si vous voyez les autres listes qui étaient présentées, je crois qu'il y a plein de nouveaux visages, même au niveau du PRD, il y avait plein de nouveaux visages. Donc nous appelons chaque fois, nous appelons de tous nos voeux au renouvellement de la classe politique. Donc on ne doit pas s'en offusquer. Et que pensez-vous de ceux qui annoncent qu'il y a risque, qu'il y a implosion? On nous annonce de grands malheurs en cas de non-inclusivité des élections à venir. Ces prévisions dramatiques, qu'est-ce qu'elles vous font? Ce ne sont pas des choses à souhaiter. Et le plus souvent, il vaut mieux prévenir les crises plutôt que de les laisser survenir. Et dans le cas d'espèce, il y a une grande frustration qui s'observe dans un camp politique, qui peut déboucher sur le terrain de la contestation populaire et même de la violence gratuite. On ne sait jamais. Je ne voudrais pas croire qu'on ira jusque-là, même si les faits en eux-mêmes sont très graves, rien que pour notre pays. On n'est pas habitué à ça depuis 25-30 ans. Et on s'était dit que depuis la conférence nationale, qu'on avait tourné le dos justement à ces genres de choses où les élections, c'est juste pour un camp. Il faut forcément qu'il y ait au moins 2 camps opposés, véritablement opposés, qui participent. C'est pour ça qu'on parle justement de compétition quand on parle d'une élection. Tel que ça se dessine, ce n'est pas très évident que ce soit le cas cette fois-ci. Si la contestation prend et que ça a une telle ampleur qu'il faille revenir encore sur les choses, qu'il faille calmer le jeu, les acteurs politiques en décideront eux-mêmes. Mais pour l'instant, je pense que la seule arme dont dispose l'opposition, c'est justement cette voie-là, c'est celle de la contestation. Quitte à de savoir comment s'y prendre pour que ça ne débouche pas sur une violence et sur une violence excessive. Parce que quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Et j'ai toujours martelé sur le fait qu'il faut toujours faire en sorte que ça ne dégénère pas. Parce que dès que c'est parti, on ne sait jamais comment faire pour arrêter. On ne sait jamais comment faire pour arrêter, mais pourtant il y a des gens, vous le sentez ou vous le lisez peut-être sur les réseaux sociaux, qui diffusent quelques messages alarmistes. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ça? Je crois que nous devons être des artisans de paix. Nous ne devons pas appeler au malheur. Le Bénin ne se limite pas qu'aux politiciens. Il y a des gens qui sont dans les villages qui ne savent même pas, qui ne sont pas informés même de ces tiraillements-là. Nous devons être des artisans de paix. Nous devons éviter des messages qui alarment, qui appellent à la violence. C'est normal que les gens soient frustrés à cause de la situation, mais toutefois, on ne doit plus tomber dans des travers à cause des élections. Je pense que le Bénin, à l'âge d'or de sa démocratie, il y a des trucs qu'on ne doit plus faire. Autre sujet dans cette émission, c'est la condamnation de l'ancien président Boni Yayi dans une affaire domaniale à Parakou par la Cour constitutionnelle. L'ancien président Boni Yayi
se serait rendu coupable d'un délit d'initié en acquérant un domaine alors qu'il était président de la République, ce qui est interdit par la loi. Quel regard portez-vous sur cette condamnation? Je pense qu'il pourrait acquérir le domaine, mais requérir l'autorisation expresse de la Cour constitutionnelle avant justement d'aller vers l'acte d'acquisition. Il semble que c'est ça qui n'a pas été fait. Mais quand j'ai suivi un peu la décision de la Cour, quand j'ai suivi un peu les explications de l'avocat de l'ancien chef de l'État, M. Gualaou, il me semble que le Boni s'est entouré quand même d'une certaine garantie, c'est-à-dire c'est la mairie même qui a lancé cet avis-là pour dire que ce sont des bas-fonds dont il veut m'en débarrasser, introduisant, et qu'il a manifesté son intérêt pour ça, et qu'il a pris certaines précautions juridiques qui n'ont pas été suffisantes. Il fallait nécessairement passer par l'étape de la Cour constitutionnelle pour ce qui a été dit dans la décision, que c'est ça qui a fait défaut. Et pour ça, la Cour a justement annulé cet acte-là. Bon, est-ce qu'on aurait pu, en tant que président de la République, ignorer ce que prévoit la loi quant à l'acquisition du domaine public? Non, mais je crois que ce qu'on a vu là dénote un peu de la manière dont notre État a été géré pendant 10 ans, parce qu'on ne peut pas omettre, par exemple, cette étape-là. Vous avez vu, à l'arrivée, à l'avènement du pouvoir Talon, je crois, le président Talon a acquis un domaine à côté de lui, et même si sur la question du prix, il y a eu débat, ben, au moins l'étape de la Cour constitutionnelle a été respectée. Donc le chef d'État, Boniaï, avait oublié qu'il n'était pas un simple citoyen. Si c'était vous ou bien Moïse qui voulait acheter ce domaine, je crois qu'on pourrait faire ce qu'il a fait là. Mais il devrait savoir qu'il forcément, il devrait passer par l'étape de la Cour constitutionnelle, même si c'est la mairie qui avait voulu vendre. Et quand vous parlez de bas-fonds, je crois que le domaine, c'est le domaine en face de son domicile à Parakou. Je ne veux pas croire que son domicile est un bas-fond. Non, mais quand j'ai lu la décision de la Cour, c'est ce qui est noté dedans. Ce sont les explications que l'État. Moi, je ne vends rien. C'est ce qui est noté dans la décision. C'est une réserve administrative, et si c'est une réserve administrative, ça veut dire que c'était prévu pour être utilisé par la mairie. Ce qui est certain, moi, je m'en tiens à la décision de la Cour. La ville de Parakou est une grande ville. Si c'est un domaine qui est au cœur de la ville, quoi qu'il en soit, que ce soit un mètre carré, des bas-fonds ou quoi qu'il en soit, le domaine a été acquis illégalement. Est-ce que la décision là, prise par la Cour constitutionnelle dans la foulée de la crise préélectorale qui est en cours, a eu une influence de votre point de vue sur la crise? Non, les deux ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés, mais pourtant, le chef d'État Boniaï n'a pas, encore l'ancien chef d'État n'a pas rencontré son successeur. Donc, et dans certaines idées qui ont circulé, cette décision qui est venue et qui a été un peu ventilée peut avoir indisposé l'ancien président. Je pense que c'est plutôt le timing qui n'était pas bon. Ce n'était pas la décision elle-même. N'oubliez pas qu'au Bénin, nous avons les victimes. Et plus vous en faites, plus vous faites croire, mais plus vous faites en sorte que quelqu'un joue les victimes, plus il s'en sort sur le plan populaire. N'oubliez pas que lorsque cette affaire ici a été agitée, on pensait peut-être à tort que ça allait affaiblir un peu Bolia, mais au contraire, ça l'a revigoré, il s'en est plus ou moins sorti, encore avec les hurrahs de la foule. Et cette fois-ci, il y a un peu une sorte de compassion de la part de ses partisans pour ce qui lui arrive. Pour ma part, sur le plan purement politique, on aurait pu décaler les choses. Faire en sorte qu'on finisse avec cette situation de crise. La justice tient compte du temps politique. On peut faire en sorte que, même si les deux doivent se chevaucher, qu'on n'ait pas l'impression que les deux se tirent d'une certaine manière. La Cour constitutionnelle, il n'y avait pas une urgence particulière, à mon avis, pour qu'on débatte de cette affaire-là maintenant. On aurait pu attendre, pas forcément que les élections passent, mais que cette affaire de non-consensus, d'impact, tout le reste, soit vidée tout au moins avant d'arriver là. Mais tel que ça a été fait dans la foulée, on pourrait penser que ça a été fait à dessein, alors que je pense personnellement que ce n'était pas le cas. Mais c'est le timing, à mon avis, qu'on aurait pu revoir. On aurait dû revoir le timing selon vous. Je n'arrive pas à cerner mon confrère qui, à l'entame, disait que les deux ne sont pas liés, mais qui revient pour parler de timing. Ce que c'est que le chef d'État, l'ancien chef d'État lui-même, avait déjà fait des démarches pour dire renonce à l'acquisition. Et vous n'avez pas fait ressortir. Ça veut dire que lui-même reconnaît qu'il y a eu un problème dans l'acquisition faite. Et son avocat, je crois aussi, M. Sadi Koualao, et le maire de Parakou aussi a parlé d'une correspondance où son avocat disait qu'il renonce à l'acquisition. Donc, ça veut dire qu'il est conscient que l'acte posé était illégal.
C'est pas de ça que je parle. Donc, C'est pas ça la question quand vous parlez, oui. C'est pas de ça que je parle. non. Quoi qu'il en soit, il semble... Maintenant, quant à l'impact sur la situation actuelle, moi, je n'en vois pas. On ne peut pas attendre. On peut pas attendre peut-être que le chef d'État, peut-être on l'a même aidé, que l'ancien chef d'État construise déjà ou bien pose des actes déjà sur ce domaine avant qu'on lui dise que déguerpis. Là, vous parlerez de victimisation et on dirait qu'on aura démoli un immeuble de l'ancien chef d'État. Là, ce serait encore plus compliqué. Le faire maintenant, je crois que c'est plus favorable c'est plus juste pour l'ancien chef d'État. On a également vécu une semaine, si elle a été difficile, elle a bien commencé. C'est avec une très bonne nouvelle, la qualification des écureuils du Bénin, l'équipe nationale de football, à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Ce sera en Égypte. Quel fut votre sentiment? Vous êtes béninois, je suppose que vous étiez content à la suite de cette victoire. Je crois que c'est venu au bon moment. Tout le temps, depuis qu'on a commencé cette émission, on parlait de crise électorale, on parlait d'impasse et tout. Mais au moins, on a eu la semaine dernière, le dimanche dernier, on a vu tout un peuple célébrer, le peuple chanter en chœur victoire, célébrer les écureuils. Je crois que ça a uni et opposants et mouvanciers, donc on ne peut qu'être heureux. On a vu les opposants, les mouvanciers dans la cohue, dans le plaisir de cette victoire le dimanche. Mais il n'y a pas, semble-t-il, un impact sur le processus au cours de la semaine. Cette victoire aura-t-elle été une victoire rien que pour les sportifs? C'est ce que nous constatons. Et même, j'ai même pris une chronique cette semaine sur cette affaire. Je me disais, mais tels qu'ils se sont rassemblés autour du football pour que le nom du Bénin soit valorisé sur le plan continental, ils auraient pu faire en sorte qu'en politique également, qu'on puisse dire que le Bénin continue au-delà de tout, d'être un véritable modèle démocratique. Il aurait fallu, à mon avis, que les uns et les autres se départissent un peu de leurs propres intérêts et voir l'image du pays. Ça, c'est fondamental. Il ne sert à rien d'être élu député, de ne pas pouvoir sortir la tête à l'extérieur pour dire voilà, les élections sont passées dans tel contexte. Au-delà de toutes les guerres, de tout ce qu'on peut faire comme tiraillement, il y a l'image que vous renvoyez de votre pays. Et il me semble que tout bon patriote doit s'inquiéter de cela et faire en sorte que son pays ait bonne presse, tant au niveau national qu'au niveau international. Mais tel que ça semble se passer, ce n'est pas vraiment ce qui préoccupe les acteurs maintenant. Le football est un facteur de rassemblement, d'union, d'accord, mais ça ne s'arrête que là, ça ne va pas au-delà. Et c'est bien malheureux pour nous. C'est malheureux pour le Bénin. Bon, restons sportifs. Les Béninois qualifiés pour la CAN, vous les voyez aller plus loin que d'habitude, par exemple atteindre les quarts de finale, on ne sait pas encore dans quel poule. C'est ce qu'il faut souhaiter. Non, quand on voit un peu le palmarès du Bénin à la CAN, c'est 9 matchs. C'est 8 défaites et un match nul. Il faut aller au-delà cette fois-ci, avoir moins un ou deux matchs à gagner, match plein, avoir peut-être les 3 à 6 points du groupe et aller tout au moins au second tour. Quand on a déjà fait 3 participations et qu'on a toujours été recalé dès la première étape, quand on y va pour la 4e fois, après près de 10 ans d'absence, c'est qu'on y va cette fois-ci, on se prépare mieux pour passer tout au moins l'étape du premier tour. Et c'est ça qui me semble que sera leur mission. Vous n'êtes pas un commentateur sportif, mais est-ce que la composition de cette équipe-là, telle qu'elle se présente aujourd'hui, on a vu cette équipe battre l'Algérie, un mondialiste, on a vu cette équipe tenir tête au Togo, autre ancien mondialiste. Est-ce que dans cette composition, avec le retour peut-être des cadors comme Stéphane Sessegnon, comme Fabien Farnol ou d'autres, est-ce que vous avez le sentiment que nous avons une carte à jouer en Égypte en 2019? Je pense que cette équipe ira loin. Et dans cette CAN, après 3 CAN où on a été éliminé dans les matchs de poule, je crois qu'on dépassera cette étape cette fois-ci. En espérant ne pas tomber dans un groupe de la mort encore une fois, parce que ça nous est déjà arrivé. Le foot, ça se joue à 11, même si c'est... On était dans une poule avec l'Égypte et le Nigeria. Oui, on a tenu tête à l'Algérie ici. Personne... On ne savait pas que ce match-là allait donner... face à l'Algérie, le Bénin allait avoir ce score, même avec l'arbitre qui a donné 10 minutes d'arrêt de jeu ici. Donc, je crois que le Bénin va continuer par travailler. Moi, je crois en l'expertise de Michel Dissuet. Je crois en l'équipe nationale. Je pense que quelque chose se fera. Et davantage, si le foot peut aider à raffermir les liens et au plan politique, je crois que ce sera aussi bien. C'est ce que nous aurions et nous aimerions donc souhaiter. Auriez-vous un dernier mot? Quelles sont les grandes espérances pour vous cette semaine, en dehors donc de ce consensus dont nous commençons déjà
à faire le deuil, Moïse Dossoumo? Il faut juste espérer. Dernier mot de l'émission, bien sûr. Il faut espérer qu'une solution soit trouvée d'ici là. Si solution il y a encore. Est-ce qu'il y a, oui, c'est là la question, est-ce qu'il y a encore une solution? À observer, le Parlement, on est arrivé à l'impasse. D'un certain génie béninois qui arrive toujours à nous sortir de ce genre de situation-là. Je ne veux pas prédire sur telle ou telle chose, mais je me dis, tant qu'il y a encore une possibilité aussi de tenir soit-elle, on peut faire en sorte qu'elle aboutisse. Les quelques heures qui vont précéder la clôture de la session. Même si je suis très sceptique et très pessimiste, je vais expliquer que quelque chose bougera demain. Encore un espoir. Je suis heureux que lui-même ne croit pas au génie béninois. Mais je pense Attention, il a dit qu'il croit au génie béninois, il espère. Et on parle souvent d'un génie béninois, donc je crois qu'il est un peu dubitatif sur la question. Mais moi, je pense que consensus, c'est mort. Élection inclusive? Élection inclusive, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être demain, les députés décideront encore de convoquer une nouvelle session extraordinaire sur la question. Ça dépend des négociations. On a aussi renoncé à la révision de la Constitution. Demain, ça ne donnera rien. Ça, c'est le groupe de mots qui fait jaser tout le monde. La Constitution, heureusement, on n'est pas venu. Donc, demain, pour cette semaine, bon, je crois pour le moment, la Sénat déroule son calendrier et on suit. On ira peut-être à des élections qui ne seront pas tout à fait inclusives. Peut-être que le génie béninois va parler sur Club Média 7 de ce dimanche 31 mars 2019. Mes invités, Raoul Onsounou, directeur de publication de Nord-Sud Quotidien, et Moïse Dossoumo, éditorialiste au groupe de presse Fraternité, vous ont présenté leur point de vue, donné leurs explications. Et nous sommes toujours dans l'espérance, nous pensons que ce fameux génie béninois pourrait agir pour que nous allions vers des élections inclusives. Et même si le Bénin doit peut-être ne pas obtenir cette solution, celle que nous attendons, il va obtenir une autre solution et nous continuerons à être un modèle démocratique envié de par le monde. Merci de nous avoir suivis sur Club Média 7 de ce jour. Rendez-vous dimanche prochain, probablement avec Mesme Adisso. À dimanche.